viennent d'arriver, la bienvenue. Merci d'être avec nous pour cette deuxième édition des webinaires d'Arnix Sécurité. Arnix Sécurité qui, je me permets de vous le rappeler, est une branche de la start-up Arnix qui existe pour apporter des solutions d'ordre informatique aux divers problèmes sociaux que rencontre la population. La dernière fois, nous étions dans le monde du réseau avec M. Victor Oyetola. Aujourd'hui, nous allons vers la révolution technologique par l'intelligence artificielle. Partons de cela, l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle technologie que l'on retrouve déjà dans l'ensemble de notre environnement numérique. Elle permet, entre autres, une meilleure analyse des données, l'amélioration de l'expérience utilisateur au niveau des différentes applications et sites web, la découverte de nouvelles perspectives, mais aussi une multitude de possibilités. Mais, comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, à chaque avancée, s'associe de nouvelles menaces pour notre sécurité, pour la confidentialité de nos données, notre vie privée. Et dans une ère en plein dans la course à l'intelligence artificielle, on a bien le droit de se demander à quel danger doit-on se préparer? Quelles sont les nouvelles menaces qui se présenteront à nous? Mais surtout, quels atouts et opportunités l'intelligence artificielle nous réserve en matière de sécurité informatique? Sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter notre invité du jour, enseignant-chercheur et expert en cybersécurité, le docteur Arnaud Arondino. Le docteur Arnaud, qui sera notre invité du jour pour ce webinaire, est enseignant-chercheur, maître de conférence à l'Institut de formation de recherche en informatique à l'Université d'Abomey-Calavi du Bénin. Expert en système numérique intelligent et vision artificielle, il a mené plusieurs activités de recherche concernant principalement la conception de systèmes intelligents digital pour la surveillance en environnement humain et naturel, dont notamment l'agriculture. Il est le chef département sécurité informatique, coordonnateur des formations master et directeur adjoint du laboratoire de recherche en sciences informatiques et applications à l'Institut de formation de recherche informatique. Donc, monsieur, je vous laisse saluer la foule. Oui, salut et bonsoir à tout le monde. Un plaisir pour moi de partager donc mon expérience, de discuter avec tous à propos de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être là, de pouvoir échanger avec vous pour ce rendez-vous de donner et de recevoir. Merci. Donc, comme je le disais plus tôt, le docteur est avec nous ce soir afin de nous accompagner dans la découverte des challenges et opportunités liés à l'intelligence artificielle. Donc, partons de cela, docteur. Au vu de l'omniprésence de l'intelligence artificielle, nous aimerons, dans un premier temps, savoir l'impact de l'intelligence artificielle sur le monde informatique. Très bien, merci pour votre question. Évidemment, comme vous l'avez su mentionner, l'intelligence artificielle est devenue donc à notre ère une solution dont plus aucune application, bien une technologie dont plus aucune application ne sait se départir. Voilà, donc on est tous dedans, ça nous emporte, ça emporte tous les types d'applications qui sont développées de plus en plus. Donc, on est obligé de cohabiter avec, de faire avec et de profiter plutôt de ce qu'il nous offre comme avantage que plutôt de se concentrer, par exemple, sur tout ce qui peut, tout ce qu'il y a comme revers en utilisant l'intelligence artificielle. Donc, je crois que à notre ère,
Si on ne peut s'en passer, c'est de voir comment toujours profiter de cette technologie de façon responsable et de façon efficiente en respectant tout ce qui peut être lié à l'éthique hein, d'utilisation de cette application large gamme Paris. Merci. Par contre de cela, il devient alors clair et évident pour nous que l'IA nous impacte de manière totale. Comme le docteur l'a dit, nous sommes tous dedans. Mais plus une technologie nous impacte et plus les dommages qu'elle peut causer sont dévastateurs. Donc, en considérant l'impact de l'intelligence artificielle, docteur, nous aimerions savoir maintenant quelles sont les menaces ou attaques qui sont liées à cette nouvelle technologie qui est en vogue. Très bien. Comme je l'ai plus ou moins mentionné dans le titre de cette communication, je voudrais plutôt aborder donc cette problématique de sécurité ou de cybersécurité liée à l'intelligence artificielle sous deux facettes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai préféré, par exemple, intituler donc ce webinaire, le titre de ce webinaire, comme quoi, voilà, l'intelligence artificielle et la cybersécurité, et pour mettre en avant donc tout ce qui constitue challenge et puis les opportunités. Quand je dis ça, il faut très clairement entendre par là que en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle, on peut bel et bien profiter de cette technologie en résolvant un certain nombre de problèmes en matière de sécurité. Ça veut dire que, en ce sens, en tant que tel, l'intelligence artificielle constitue une opportunité pour les pratiquants de la sécurité. Ça veut dire que on a la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer plusieurs services de sécurité en matière de sécurité pour mieux, je vais dire, garantir un certain nombre de services en matière de sécurité en utilisant l'intelligence artificielle. En ce sens, l'intelligence artificielle est vue comme une opportunité pour la cybersécurité. Mais en même temps, je viens de planter le décor en disant que l'intelligence artificielle est devenue une technologie dont presque aucune application que nous développons aujourd'hui ne peut se passer. Et du coup, ce qui se passe, c'est alors ces applications-là, aujourd'hui, comment ces applications peuvent être utilisées de façon sécurisée. C'est ça le problème qui se pose. Donc, en ce sens, c'est qu'il faut voir que l'intelligence artificielle face à la cybersécurité, met en exergue, met en évidence plusieurs challenges qu'il faut relever. Et du coup, en ces thèmes, c'est évidemment de s'informer, de voir quels sont les différents problèmes. C'est pas seulement en termes de menaces, parce que en matière de sécurité, la menace est existentielle, elle est absolue. Et une menace peut exister et ne sert absolument à rien s'il n'y a pas de vulnérabilité dans un système donné. D'accord? Donc c'est la présence de vulnérabilité qui permet à la menace, en fait, d'avoir une action et de se rendre utile. Donc, c'est de voir, lorsque nous proposons des solutions basées sur l'intelligence artificielle, quelles sont les problématiques de sécurité qui sont autour de ce dernier-là. Il y a, avec des applications, toute une panoplie d'applications de plus en plus intéressantes, mais est-ce qu'on a garanti la sécurité autour de l'ensemble de ces applications? Donc, voilà, je veux planter le décor comme ça, sans pour autant tout de suite commencer par dire que je liste un certain nombre de menaces
comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est beaucoup plus des problématiques liées au risque qu'il faut regarder en matière d'intelligence, en matière d'application d'intelligence artificielle. Cette notion en matière de sécurité est beaucoup plus englobante parce que lorsque je parle de risque en matière de sécurité, eh bien, non seulement je tiens compte des menaces, je regarde la possibilité que la menace soit active, que la menace puisse produire donc un effet indésirable sur le système. Ça veut dire que c'est la possibilité qu'une menace puisse exploiter une vulnérabilité qui existe dans un système face, bien sûr, face aux différentes mesures, aux différentes contre-mesures qui auraient été aussi mises en place. Donc, je peux d'abord aborder plutôt le sujet dans ce sens pour mettre plutôt en évidence les différents risques, les différents principaux risques auxquels on peut faire face lorsque on développe, par exemple, une application basée sur l'IA. Comme on le dit, si vous voulez utiliser l'IA pour développer une application, sachez que vous aurez des attaques de plus en plus intelligentes et sophistiquées, puisque ce sera des attaques en fait qui fonctionnent d'elles-mêmes, qui tournent sans forcément qu'un homme intervienne. Donc il faut vraiment prendre ça en cœur pour apporter des solutions efficaces. Je vais d'abord commencer par répondre comme ça à cette question, sans trop rentrer dans les détails de menaces, mais je crois qu'il y a que dans la suite du développement, j'aurai l'opportunité de beaucoup plus aborder cette thématique-là, tant bien sur les aspects d'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer la sécurité, que sur les problématiques de sécurité qui se posent lorsque nous développons des applications basées sur l'IA. Merci, monsieur, pour cette réponse totalement claire et précise. Donc, partons de votre rapport. J'aimerais, dans un premier temps, savoir plus sur lorsque, considérons un cas palpable dans lequel un développeur se met dans l'optique de mettre en place une solution à un problème social basé sur l'intelligence artificielle, ou plutôt qui intègre de l'intelligence artificielle. Lors du cycle de vie de son projet, quels sont les différents risques auxquels ce développeur doit se préparer à être exposé, ou, en allant plus loin, les différentes vulnérabilités qu'il doit travailler pour qu'elles n'apparaissent pas comme étant des faits exploitables, pouvant conduire à des attaques qui mettront en danger son système et par la même occasion la confidentialité des informations de ses utilisateurs. Eh bien, merci pour cette question. Alors, comme je le disais tantôt, dans un premier instant, je disais que l'IA pour la cybersécurité, en tout cas, elle constitue quand même un risque avec plusieurs challenges. Il faut par exemple faire remarquer que avec des statistiques qui existent, en fait, les cyberattaques ont beaucoup augmenté grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle, parce que c'est un outil franchement qui facilite la vie aux cyberattaquants. Et donc les équipements et les solutions IA aussi sont relativement très attaqués. Je donne des statistiques par exemple pour étayer ces problématiques. C'est que quand on regarde sur le marché de l'IA en termes de cybersécurité, le marché passe probablement, en fait, avec une estimation, passe de 1 milliard de dollars à 34 milliards de dollars d'ici 2025. Donc si vous regardez bien, 1 milliard à 35 milliards, 34 milliards de dollars, ça fait quand même un bond important. Un autre exemple qu'il faut voir, près, c'est les Jeux olympiques
Paris 2024, il est proposé d'utiliser par exemple une solution de reconnaissance faciale, d'accord, pour pouvoir authentifier les gens. Mais le problème, c'est quand même les problèmes de protection, hein, de la vie privée qui se posent. Ça veut dire quoi? On fait de la reconnaissance faciale. Comment on fait? On va stocker les données personnelles, donc qui sont les données privées des gens, et puis après on va s'authentifier avec quelle garantie, même s'il y a un contrat d'utilisation, un contrat de CGI derrière. Il y a vraiment beaucoup de problèmes qui se posent. Là, c'est une solution d'IA, mais après, derrière, tout de suite, problématique de la protection de la vie privée, des données privées. Donc, c'est beaucoup de problèmes. Lorsque on regarde l'utilisation de l'intelligence artificielle qui révolutionne de façon générale notre quotidien, par exemple, l'existence des voitures autonomes, je prends des exemples palpables. Là, je vais vous donner deux exemples de base. Vous avez des solutions basées voitures autonomes, vous avez de la biométrie comportementale, vous avez des solutions de médecine prédictive, l'utilisation des chatbots intelligents dans n'importe quel domaine, hein, ça peut être dans le domaine éducatif, ça peut... Alors, les problématiques de suggestion de contenu. Donc, il y a vraiment toute une large gamme d'usages de l'intelligence artificielle au du domaine dans lequel on est. Et de façon spécifique, par rapport à chacune des applications, eh bien, beaucoup de risques existent. Par exemple, je prends l'exemple de la solution de reconnaissance faciale de l'iPhone. Comme vous avez bien ça, c'est le téléphone de la génération. Ben, on peut bel et bien trouver des moyens, par exemple, de compromettre le module de reconnaissance faciale de l'iPhone et faire dévier une voiture autonome de sa route, par exemple. Et ça peut être intéressant, par exemple, pour un attaquant qui est avide de défis technologiques, par exemple, ou bien de renommée personnelle. Ça peut être des attaques de type ludique. Hein. Plusieurs systèmes d'IA ont été relativement attaqués. En 2017, spécifiquement par rapport à l'iPhone X, voilà, je crois qu'il y a qui se vantait d'avoir créé un système de reconnaissance faciale de plus robuste. Mais une semaine plus tard, paf, on a eu vraiment des attaques avec des coûts qui dépassent de l'ordre de 150 milliards de l'entreprise de cybersécurité vietnamienne, qui ont réussi à bypasser donc ce système d'authentification faciale proposé par iPhone 2005 en 2017. Après, il y a quand même un gros souci où, par exemple, une application très connue qui fait quand même rage aujourd'hui, vous savez ce qu'on appelle deepfake. Hein, vous savez que, par exemple, à l'approche des dernières campagnes électorales en 2021, il y a Facebook qui a lancé, par exemple, un challenge de deepfake detection. Deepfake detection, ça a été un concours public qui a été lancé pour pouvoir développer des outils anti-deepfake. Alors qu'à la base, le deep, il n'est pas fabriqué pour générer ce type de problème. Il est vraiment fabriqué pour résoudre un certain nombre de problèmes, mais voilà, il est utilisé aujourd'hui pour faire beaucoup d'attaques. Donc, il faut savoir que lorsque vous développez une application qui se base sur la technologie IA, vous êtes sujette à plusieurs types d'attaques. Notamment, vous pouvez par exemple avoir des problèmes de détournement de fonctionnement de votre application. Hein, c'est tout simplement un mécanisme par lequel on provoque volontairement une décision erronée, par exemple, de l'application avec un jeu de données choisi. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que quand on parle de l'IA, c'est aussi une grosse contrainte. Hein, moi, j'ai l'habitude, franchement, de ramer à compte courant pour dire, de façon générale, au Bénin, on s'amuse pour le moment à faire de l'intelligence artificielle parce qu'on n'y est pas encore. Presque pas du tout. Presque pas du tout parce que nous n'avons pas de données. Il n'y a pas d'intelligence artificielle, d'accord, tant qu'on n'a pas de données. Si on n'a pas de données, franchement, on parle d'intelligence artificielle en l'air, quoi. Parce que la toute première étape d'une solution basée IA, c'est franchement de faire de l'apprentissage. Et si vous ne faites pas de l'apprentissage sur des données sérieuses, à la fin, vous n'allez pas avoir un résultat. Le résultat que vous aurez, serait à l'image de données
d'apprentissage de la qualité des données d'apprentissage que vous avez utilisées. Donc, tout le nœud est là. Tout le nœud est là. Ça veut dire que si on veut détourner le fonctionnement de votre application, franchement, il suffit voilà, tout simplement de mettre un jeu de données, d'essayer de compromettre, par exemple, ou de consolider votre data avec d'autres types de données. Et puis, une fois que la qualité des données est compromise, vous êtes sûr que le fonctionnement de votre IA sera détourné, vite fait. Et ça se fait très vite. Par exemple, le contournement d'un système de reconnaissance faciale, d'accord, peut permettre d'obtenir un accès logique ou physique. Il suffit tout simplement de fournir d'autres types de descripteurs à la base au système. Et du coup, vous pouvez passer là-bas. Vous pouvez saboter le fonctionnement. Donc, il y a le détournement de fonctionnement de l'application, mais il y a aussi la problématique de sabotage du fonctionnement. Donc, si vous voulez saboter, ça, c'est pas un problème de données, mais c'est un problème, par exemple, pour salir l'image de marque, je sais pas, ou ralentir, je sais pas, les activités d'une entreprise, tout simplement ciblée, par exemple. Si vous attaquez un chatbot, et que vous faites ressortir un certain nombre d'informations que le chatbot n'a pas, à la base, n'a pas été entraîné pour répondre à cette question-là, vous allez saboter le fonctionnement, d'accord, de ce chatbot basé sur de l'IA. Il y a ce qu'on appelle plus ou moins très proche de reverse engineering, mais c'est pas exactement ça. Dans le cadre des solutions IA, on parle de la rétroconception. Donc c'est de la rétroconception, c'est une technique qui permet en fait de prendre en IA, vous faites par exemple ce qu'on appelle une propagation en avant en termes d'apprentissage et une propagation en arrière. Donc au lieu de propager en avant, on fait de la propagation en arrière, en lieu et place de la propagation en avant. Et ensuite, on fait de la propagation en arrière en lieu et place de la propagation en avant. C'est la rétroconception qui permet d'une manière ou d'une autre d'attaquer en fait le système. Et pour faire ça, c'est qu'on étudie plus ou moins le comportement du système et puis c'est suffisant pour attaquer. Et attention, généralement dans ce mécanisme qui est très puissant, c'est que lorsque vous faites de l'IA, très souvent, la phase de traitement de données, vous ne protégez pas vos données. Très souvent, les données ne sont pas protégées. Personne ne s'intéresse à ça. La deuxième chose, c'est que les gens s'intéressent aussi moins aux données de modélisation. J'utilise un réseau de neurones, j'utilise un SVM, voilà. Donc, il y a des données de modélisation qui sont utilisées et généralement, on ne les protège pas parce que c'est le cœur du système. Généralement, les données qu'on protège, c'est plutôt les données de traitement qu'on protège. Donc, ça, c'est quand même un truc intéressant à exploiter par un attaquant pour comprendre le modèle en essayant de faire une rétroconception, évidemment, pour attaquer le système après. On peut dérober les données utilisées par l'application. Donc voilà un peu en gros quelques principaux types d'attaques que je peux dire, que je peux vous mettre en évidence. Les applications, c'est varié, quoi. Ça va dans tous les sens, indépendamment du domaine. De façon spécifique, par exemple, je peux vous dire que par rapport aux attaques de type sur des solutions basées sur le ML, le ML c'est un type de technologie IA, parce que c'est un peu plus grand si je veux parler de IA, mais du machine learning, c'est vraiment une partie de la technologie type IA. Et du coup, de façon spécifique du ML, on peut faire ce qu'on appelle de l'empoisonnement, par exemple, et déplacer le centre de gravité de l'intelligence artificielle. On peut faire une attaque basée sur l'inférence, par exemple, pour faire parler facilement votre IA. On peut aussi faire de l'évasion ou, par exemple, duper votre intelligence artificielle. Donc, il faut noter que il y a, par exemple, trois grandes catégories type d'attaque. Vous avez des attaques qui permettent de faire
de l'empoisonnement. Vous avez des attaques qui sont basées sur l'inférence et vous avez des attaques de type évasion. Quel que soit le type d'application, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder, depuis je donne l'exemple des applications basées sur la reconnaissance faciale, que ce soit avec votre téléphone. Par exemple, si vous voulez authentifier, vous avez votre code pour votre téléphone, c'est basé sur l'authentification faciale. Si on trompe l'IA qui permet d'authentifier, vous avez beau mettre le code de votre téléphone, celui qui en a envie peut accéder à tout moment à votre téléphone, aux applications, aux données que vous avez stockées sur votre téléphone. Je vais m'en arrêter là sur cette question. Et puis après, s'il y a des des détails, j'apporterai au fur et à mesure qu'on avance dans le développement. Merci. Merci, docteur, pour cette réponse très claire sur l'ensemble des principales menaces, risques, dangers et attaques auxquelles l'on s'expose lorsqu'on éclaire une solution d'intelligence artificielle. Avant de continuer, j'aimerais demander à notre public si vous avez éventuellement des questions à poser sur la présentation que le docteur vient de faire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je crois qu'il se fera un plaisir d'y répondre. Si vous voulez notifier que vous avez une question, vous n'avez qu'à lever la main pour qu'on puisse vous identifier. Docteur, depuis le chat, il y a Lukman, Inoussa qui vous demande que voulez-vous dire lorsque vous parlez de déplacer le centre de gravité de l'IA? Ah, d'accord. Alors, donc ça c'était un exemple que je donnais sur la façon dont on peut attaquer une intelligence artificielle. Et j'avais dit en fait, j'avais cité 3 attaques principalement liées à une IA basée ML. Comme j'ai commencé à le dire, toutes les IA ne font pas forcément du machine learning. Donc, alors, c'est une attaque, comme j'ai dit, on appelle ça empoisonnement ou le déplacement du centre de gravité d'une intelligence artificielle. Alors, c'est une technique qui, je peux le comparer par exemple avec des méthodes traditionnelles en fait, parce que ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va cibler spécifiquement la phase d'apprentissage automatique. Vous savez que lorsque vous faites de la ML, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, une IA ou basée de façon spécifique sur la ML, c'est 2 étapes principalement. C'est une première étape d'apprentissage, d'accord? Donc, et après, vous avez une étape, je ne sais pas si c'est un problème de classification, si c'est un problème je ne sais pas si c'est un problème de clustering, si c'est un problème de reconnaissance, ça dépend du type de terrain que vous voulez, que vous adressez. Et donc, c'est spécifiquement à la phase d'apprentissage automatique que l'attaque va se passer en fait. Donc, le déplacement du centre de gravité ou l'empoisonnement se mène de quelle façon? L'attaquant va chercher à modifier le comportement, d'accord, de votre IA dans un sens choisi, en influençant plus ou moins, d'accord, les données qui sont utilisées lors de la phase de l'apprentissage. Alors, l'attaquant, il va principalement détourner d'une manière ou d'une autre, plus ou moins, le fonctionnement de votre application. Comme j'avais donné un exemple, par exemple, de la problématique de détournement du centre de gravité, d'une IA qui a eu lieu sur quoi? Je crois que c'était en 2016, sur Microsoft Day. Il y a le chatbot, c'est un chatbot qui a été construit par Microsoft, par exemple, pour étudier des interactions qu'il y avait entre les jeunes américains, d'accord, sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter.
généralement, on regarde les interactions des communautés. Il y a plusieurs techniques qui sont utilisées. On peut utiliser la théorie des graphes, on peut utiliser les triades. Maintenant, il y a plusieurs solutions qui permettent de voir, par exemple, de faire de la détection de communauté pour voir ce à quoi, en fait, les jeunes s'intéressent beaucoup plus. D'accord? Donc, c'était ça l'objectif. Mais ce qui s'est passé, c'est que cette solution Microsoft Tay a été inondée pendant toute une nuit avec des tweets abusifs par un groupe d'utilisateurs malveillants, par exemple du forum 4chan. Ça veut dire quoi? Parce que lui, votre solution, il a transmis des données, mais il n'y a aucun mécanisme pour vérifier la qualité de ces données-là. Donc, nous, on se met ensemble, et puis une nuit, on décide d'inonder de plein de tweets, mais qui ne servent à rien. Ça veut dire qu'au fond, il y a un groupe de personnes qui se met ensemble, qui génèrent plusieurs tweets d'une façon donnée, mais votre IA, il ne s'est pas apprécié, qui génère un tweet correct, est-ce que la personne qui déclare des informations, est-ce qu'il est sérieux dans ce qu'il est en train de dire? Hein, c'est comme tout étudiant. Un étudiant, par exemple, il peut rigoler avec son prof, tout ça, et quand le prof tourne dos, il commence à faire, voilà. Donc, tu sais pas vraiment si ces tweets sont sérieux ou pas. Donc, ils ont généré plusieurs tweets pendant une nuit, hein, pendant au moins 10 heures de temps, d'accord? Et bien, ça a fait basculer complètement le comportement du chatbot. Et donc, d'un adolescent banal a suivi, par exemple, d'un extrémiste notoire, alors qu'il traite vraiment des problématiques liées à un adolescent. Donc, voilà, je ne sais pas si la réponse que j'apporte permet est satisfaisante, plus ou moins, à la problématique de celui qui a posé la question de savoir comment on s'est déplacé le centre de gravité d'une IA. C'est ce qu'on appelle empoisonnement. Déplacement du centre de gravité de l'IA, c'est équivalent à une attaque de type empoisonnement de l'IA. C'est des techniques qui sont particulièrement redoutables lorsque les données utilisées pour l'apprentissage, par exemple, sont peu maîtrisées. Données publiques, externes, fréquences d'apprentissage élevées, vous voyez. Donc si vous utilisez des données publiques, comment vous savez, vous récupérez des données venues de plusieurs sources, vous ne pouvez pas vérifier la fiabilité des sources qui vous fournissent ces données-là. Ok. Merci beaucoup, monsieur, pour cette réponse. Lookman également vous remercie. Il dit que c'est beaucoup plus clair pour lui. Donc, en temps, il y a eu également une autre question qui a suivi celle de monsieur Lookman. Elle vient de monsieur Serge, pardon. Il demande comment asseoir une bonne base de données pour le développement d'une solution d'intelligence artificielle au Bénin. Ça, c'est un gros problème. Ça, c'est un gros problème parce que derrière, il faut vraiment une stratégie nationale. Aujourd'hui, on a une stratégie nationale de l'intelligence artificielle au Bénin. Moi, je ne vois aucune ligne qui vraiment porte sur la problématique d'une bonne, en fait, un axe stratégique qui porte sur comment collecter des données de façon fiable, les stocker de façon sécurisée. Sans ça, il n'y a vraiment pas d'intelligence artificielle. Tout le reste, on sera en train de jouer. Donc, moi, je crois que c'est d'abord une volonté politique. Sinon, les chercheurs, chacun se débrouille. En fait, chacun se débrouille. Lorsque je veux proposer une solution, tout ça, je fais ma petite collecte de données quelque part. Et puis, bon, voilà, je fais tourner ma solution et je dis que ça marche. Bon, alors, si je construis un algorithme et que je veux évaluer des performances, je ne sais pas, notamment des faux positifs, des faux positifs, des faux négatifs, ou bien je vais regarder la performance en termes de précision, tout ça. Il y a des données qui sont des benchmarks qui existent. Donc, il y a des benchmarks qui existent en fonction du domaine d'application qui vous permet de tester votre algorithme. Mais si vous voulez résoudre un problème spécifique, vous avez besoin de votre propre donnée. Ça veut dire que pour moi, en fait, dans un premier instant, c'est une volonté politique, puisque il y a les petites volontés, des acteurs
acteurs de l'IA que nous sommes, d'accord, eh bien, qui savent collecter de façon ponctuelle des données pour résoudre leurs problèmes. Soit, s'ils développent une application, ils vont tester sur des benchmarks qui existent sur Internet. Des fois, c'est gratuit, des fois, il faut payer. Soit, vous allez organiser par vous-même une campagne de collecte de données que vous financez vous-même pour collecter les données dont vous avez besoin. Ouais, ça, c'est vraiment pas bien. Ça apporte des solutions éparses et pas forcément performantes. Donc, si on a une stratégie, d'abord au niveau de nos pays, par exemple, avec une volonté politique, et puis on va passer donc au niveau supranational et peut-être communautaire. Quand je dis communautaire, c'est de dire on regarde les pays de la CEDEAO, on regarde les pays de l'UMOA, on regarde les pays ouest-africains, l'Afrique centrale, voilà, tu vois, ça fait régional, communautaire, ainsi de suite. On va élever la stratégie nationale à une stratégie sous-régionale et évidemment, on va avoir beaucoup plus de données. C'est une volonté politique et la volonté politique sera plus facile à faire. Je donne un exemple pour finir mon propos sur ce point qui n'est pas vraiment sécurité, mais pour finir mon propos sur ce point, je donne un exemple. Vous voyez aujourd'hui au Bénin, il y a de petites choses qui se font, mais qui vont contribuer mais beaucoup, d'accord, à la disponibilité de données. C'est juste que derrière, il faut qu'il y ait une volonté politique de voir les choses comme ça. Aujourd'hui, on nous exige tous d'avoir CIP. Vous ne savez rien faire si vous n'avez pas de CIP. Vous ne pouvez pas avoir votre carte d'identité, vous ne pouvez pas avoir votre passeport, vous demandez n'importe quel service. Vous voulez avoir votre date de naissance, vous voulez avoir un casier judiciaire, tout ce dont vous avez besoin comme pièce administrative, la première pièce dont vous avez besoin, c'est votre CIP. Vous imaginez les données qu'on collecte sur tout le monde par rapport au CIP. C'est déjà très important, par exemple, pour faire des études démographiques. C'est déjà très important, par exemple, si on veut porter une étude sur par exemple, sur tous les étudiants ayant plus de 18 ans. Par exemple, c'est très facile d'aller puiser dans cette base de données. Ça, donc, c'est pour montrer en fait le pouvoir que l'État pourrait avoir dans la collecte de données. Vous voyez, ces données-là peuvent être utilisées pour des applications dans le domaine médical. Ça peut être utilisé, c'est-à-dire toutes les applications, puisque c'est le centre. Sans votre CIP, vous ne pouvez rien. Et tout ce que vous allez faire après, ça va être lié à ça. Ainsi de suite. Et du coup, on va vraiment avoir des données. Si on va pour une application dans le domaine, je ne sais pas, agricole, c'est-à-dire on répertorie les plantes, l'État a une stratégie pour répertorier toutes les espèces. Si on est en production animale, l'État a une stratégie pour répertorier toutes les espèces animales. Vous voyez, aujourd'hui, les chercheurs en agriculture, par exemple, se débrouillent lorsqu'ils veulent travailler sur une espèce spécifique donnée. Ils vont recruter des étudiants, 4, 10, 20 personnes, ils vont les payer, ils iront sur le terrain, dans le village où on peut retrouver l'espèce, et ils vont collecter des données. Ouais, ça, c'est vraiment de petites volontés qui ne permettent pas de consolider les données et d'avoir suffisamment de données pour développer, d'accord, une solution dessus. Demain, si vous êtes en sécurité, si vous décidez par exemple de mettre en place un EDS basé sur une analyse comportementale, on n'a vraiment pas une structure au niveau de l'État qui dit ok, tous les flux qui sortent du Bénin, nous les stockons quelque part. Le Bénin Télécom a le backbone. Ça veut dire quoi? Tout flux, si on fait un peu de routage sur Internet, en mettant en place un point d'échange, ça veut dire que tous les flux, hormis ceux qui passent par un VPN, tous les flux que ce soit, qui passent par n'importe quel réseau d'un opérateur, doit transiter par le backbone. Et si on a envie de collecter toutes les datas qui passent, on les collecte et puis on les stocke. Vous avez envie de faire un travail, vous avez envie de développer un IDS basé sur l'analyse comportementale
qui peut être utilisé, je ne sais pas, dans un ministère, ou bien qui peut être utilisé pour telle autre chose. Il suffit de s'adresser à cette structure qui gère ces données-là, et vous avez un échantillon de la data que vous voulez, vous développez votre IDS et vous faites vos tests dessus pour voir si vous arrivez à détecter facilement des intrusions. Mais aujourd'hui, si vous voulez faire un travail comme ça, vous ne pouvez rien. Vous êtes obligé, voilà, d'aller chercher des données sur Internet avec les paramètres du trafic, juste pour voir si vous savez faire quelque chose comme ça, mais sans pouvoir résoudre un problème concret lié à l'environnement du Bénin. Merci. J'ai beaucoup parlé, hein. J'espère que la réponse a été trouvée dans mon intervention. Je vous écoute, hein. J'ai fini mon développement, c'est calme. Il est là, celui qui a le modérateur. Oui, exactement, hein. Oui, il faut vraiment, il faut une stratégie nationale qui vient d'une volonté politique. Ça facilitera vraiment une bonne collecte de données et consolider des données beaucoup plus fiables que des volontés de groupuscules de personnes. Vous voyez, moi je suis là, je fais un truc en vision. Vision par ordinateur, c'est de l'intelligence artificielle. On utilise beaucoup de machine learning avec des modèles probabilistes appliqués au domaine agriculture ou bien appliqués au domaine médical. Quand je fais un travail, je suis obligé de me débrouiller pour collecter mes données de façon circonstancielle. Pas la taille qu'il faut non plus. Je fais l'effort d'avoir ce qu'il me faut pour avoir déjà des résultats et puis je passe à autre chose. Vous voyez, soit je teste sur des benchmarks qui existent sur Internet, mais bon voilà, qui n'apportent pas forcément une réponse spécifique aux conditions ou bien à l'environnement dans lequel on est en train de développer la solution. Merci beaucoup monsieur pour votre développement. Le modérateur a eu un petit problème avec son appareil, il sera de retour sous peu. Donc en attendant, je vais continuer à gérer la présentation en attendant son retour. Donc il y avait une main qui était levée, Stéphane Nyankadia je crois. Si vous avez une question, nous vous écoutons. Oui, bonsoir à tous. Avant de commencer, je tiens à remercier le docteur Arnaud pour sa présentation. Et je crois que j'ai une question en termes d'opportunité sur la collecte de données. Quelles sont les opportunités justement que les IA peuvent offrir en fait en ce qui concerne la collecte de données ou des solutions? Je ne reçois pas Stéphane. Stéphane, tu peux essayer de t'approcher un peu plus de ton micro parce que j'entends presque pas. Ok. Wow. Je disais, déjà merci pour la présentation. Ça a suscité en moi une question qui est quelles sont donc les opportunités ou du moins les avantages qu'offre l'intelligence artificielle pour la collecte de données afin de pouvoir mettre sur pied des solutions beaucoup plus sécurisées. Ok. Oui. D'abord, j'avais dit, pour faire de l'IA, vous avez besoin de données. C'est ça le problème. Donc, en fait, déjà en amont, puisque vous avez dit quelles sont les opportunités ou les possibilités qu'offre l'IA pour collecter des données. Donc, c'est déjà ça. C'est déjà d'abord de construire la solution d'IA. Et puis, effectivement, l'IA peut permettre encore de mieux collecter les données. Donc, c'est possible, mais c'est toujours de là où on part. Vous voyez, c'est pour collecter des données, oui, de façon automatisée, une IA peut le faire plus rapidement, plus facilement. Par exemple, si on a envie de collecter toutes vos traces sur Internet, ce que vous faites, tout ça, derrière, donc une IA peut permettre franchement de collecter tout ce type de données, des adresses IP que vous avez visitées, qu'est-ce que vous avez fait de façon spécifique, tout ça. Mais avant, c'est toujours que cette IA a été entraînée. Donc, en fait, c'est le départ qui pose le problème. Mais sinon, après, une fois que le système tourne, les données sont collectées, quoi. Le seul problème derrière, parce que là, vous avez pour la problématique de la sécurité, derrière, c'est vraiment des mécanismes de la protection des données à caractère personnel, qui est le vrai souci. Et là,
ou à caractère privé qui est le vrai souci. Là, il faut vraiment mettre en place, comment ça s'appelle, deux types de solutions. La première est technique, la seconde est beaucoup plus cadre, j'ai dit cadre managérial. Ça veut dire quoi? Il y a peut-être par exemple ce qu'on appelle des CGE. C'est vrai que ça ne protège pas vraiment, mais il faut vraiment que l'utilisateur puisse avoir un CGE, qu'il puisse savoir les conditions dans lesquelles cette donnée qu'il laisse parce qu'il profite d'un service, d'accord, vont être exploitées et qu'on lui donne la garantie que ça sera exploité que pour ça. Autrement, c'est qu'il y a des sanctions qui sont prévues normalement. Du coup, si vous voulez utiliser une application type IA, c'est que vous donnez le consentement que effectivement toutes les traces qui sont vos données privées que vous laissez, puissent être collectées dans un premier instant, mais qu'on vous donne la garantie que ces données sont collectées pour uniquement quelque chose et pas à d'autres fins. Donc ça c'est ce que j'appelle cadre. Donc ça c'est cadre juridique. Mais après, il y a des solutions techniques. Technique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit par exemple j'ai des solutions de chiffrement en griffe, j'ai toujours dit en chiffres, mais bon, on peut toujours déchiffrer quoi. Il n'y a pas d'algorithme qui soit pas réversible en matière de chiffrement. Tous les algorithmes sont réversibles, limite une approximation est faisable. Mais pour l'individu lambda, c'est déjà compliqué. Si vous chiffrez des données, vous n'allez pas dire que la NASA ne peut pas déchiffrer. Google ne peut pas déchiffrer. C'est pas possible, ils vont déchiffrer. Parce qu'ils ont le matériel pour faire ça. Ensuite, ils ont les meilleurs ingénieurs au monde pour construire tout au moins des algorithmes réversibles par approximation avec du HPC, du High Performance Computer. Et donc, un problème à résoudre, une fonction dans la réversibilité pour résoudre, ça va prendre peut-être 1000 ans. Avec un HPC, il va le faire en 10 jours, bien en une minute. Voilà, parce qu'il y a le matériel, il y a la puissance du matériel qui accompagne la puissance algorithmique. Et donc, ce qui n'est pas faisable pour un individu lambda peut être fait par ces gens-là. Mais déjà, c'est bien de pouvoir protéger vos données, minimum en les chiffrant. Il y a d'autres technologies, par exemple la tokenisation, donc qui permet en fait de protéger vos données. Du coup, il y a des solutions techniques pour protéger les données, pour garantir la confidentialité. Et après, il y a le cadre, les solutions type cadre qui prévoit le cadre pénal dans lequel en fait, si vous faites usage, d'accord, non autorisé des données que vous avez collectées, qui sont des données privées de quelqu'un, eh bien, vous allez faire face à la loi et vous serez obligé d'encourir les sanctions. C'est dissuasif, mais c'est aussi pour réparer aussi le tort causé à un autrui lorsqu'on a collecté des données privées qu'on a utilisées. Voilà. Donc, merci au docteur pour son intervention. J'espère que toutes vos questions, vous y avez trouvé réponse et que tout est clair. Donc, docteur, en rassemblant toutes ces menaces-là, vulnérabilités, failles, auxquelles s'expose quelqu'un qui intègre de l'intelligence artificielle à son application ou à son système, quelles sont les mesures de sécurité que l'on doit prendre en compte lors de la mise en place d'un système intégrant de l'intelligence artificielle afin d'éviter certaines attaques comme l'empoisonnement, le détournement de centre de gravité, l'interférence et bien d'autres. Quelles sont les bonnes pratiques à avoir lors de la mise en place d'un système intégrant de l'intelligence artificielle? Il y a des mesures de sécurité à intégrer lorsque vous développez un projet d'intelligence artificielle. Et vous savez que lorsqu'on développe un projet, je ne sais pas, un minimum, vous avez peut-être 3 phases dans le cycle de vie. Vous avez la phase de cadrage, vous avez une phase de conception et vous avez une phase d'exploitation. Donc il faut tenir compte de chacune des phases
pour apporter des réponses en matière de sécurité, pour développer une application à la fin sécurisée, d'accord, et donc permet d'utiliser des solutions d'IA de façon responsable, éthique. Vous pouvez même répondre à des problèmes de biais, des problématiques de biais d'intelligence artificielle. Okay? Alors, donc, déjà à la phase de cadrage, il y a la problématique de l'utilisabilité des données, la problématique de la stratégie d'externalisation et la problématique d'intégration de la sécurité dans le projet de façon globale. Je vais faire la proposition en me basant sur, par exemple, ce qu'on peut appeler la méthode DevOps. Je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle du DevOps. Du DevOps, c'est une technique de plus en plus en vogue de développement de toute solution, hein, que ce soit une application type IA ou pas, qui s'intègre en fait dans le cycle de vie développement de l'application. Ça veut dire quoi? Le cycle de vie de l'application démarre, je veux dire, débute depuis le moment où on pense à l'application. Donc, depuis le début où on design l'application, design de l'application. Après, vous allez déboucher sur une architecture de votre solution, de l'application, et vous allez faire maintenant la phase d'analyse. Vous allez faire la phase de développement proprement dit de votre application. Vous allez faire de l'intégration et ensuite vous allez faire du déploiement. Et généralement, dans du DevOps, on parle de la chaîne CI/CD. C'est ce qu'on appelle développement continu, intégration continue. Ça veut dire que depuis que vous pensez, par exemple, au design, vous designez votre application avec son architecture, vous devez déjà intégrer tout ce que vous pensez comme aspect sécuritaire. Du DevOps, c'est ce qu'on appelle du dev opérationnel. Au départ, c'était juste d'intégrer les contraintes du déploiement, de l'implémentation, déjà lors de la phase de déploiement, lors de la phase de programmation de l'application. Aussi, généralement, il y a plusieurs applications qui sont développées et à la fin, lorsqu'on veut les déployer, lorsqu'on veut les implémenter, on a des problèmes sur la plateforme et c'est en ce moment qu'on revient derrière. Donc l'idée, c'est vraiment de tenir compte de toutes ces contraintes depuis qu'on pense à l'application. Ici, ce qui va nous intéresser, nous, c'est de tenir compte de tous les aspects de sécurité depuis la phase de conception de l'application. Et en cela, on parle du DevSecOps. Ça devient du DevSecOps. Et on va l'appliquer de façon spécifique aux applications type IA. Ce que je dis est valable pour tout type d'application. D'accord, c'est très en vogue aujourd'hui. Mais après, on l'intègre de façon spécifique avec les problématiques, c'est-à-dire les menaces et les vulnérabilités qui sont liées, sinon les risques qui sont liés aux solutions type IA. Donc, je reste d'abord dans cette démarche-là, ce qui vous oblige, par exemple, à utiliser ce qu'on appelle deux types d'outils. Vous êtes obligé d'utiliser ce qu'on appelle des outils qui vous permettent de faire des tests dynamiques et des outils qui vous permettent de faire des tests statiques au départ. Il y en a plusieurs, il y a WhatsApp qui propose des choses, il y a SonarCube, il y a plein d'applications d'outils qui existent qui permettent de faire ce genre de tests. Donc, à la première phase, la phase de cadrage, de façon spécifique à une application type IA, vous devez vous intéresser à l'utilisabilité des données, d'accord? Faire une étude sur les données nécessaires à l'apprentissage, vous assurer des conformités réglementaires et attention, le socle principal d'une IA et de la sécurité, vous devez le savoir, quand on parle de sécurité, c'est pas les équipements, non, c'est pas la technologie, mais c'est ceux qui sont chargés d'utiliser la technologie, c'est ceux qui sont chargés de conférer une intelligence, d'accord, à l'équipement. Et donc, c'est l'homme qui est le point névralgique de tous les systèmes.
Ça veut dire que quoi? À la phase, pour garantir l'utilisabilité des données, ce sur quoi il faut insister, d'accord, après avoir identifié correctement la data, après avoir réglé les problèmes de conformité réglementaire, eh bien, l'élément principal, c'est la sensibilisation des équipes. Ces équipes sont généralement constituées de data engineers, vous avez des data scientists, vous avez des personnes qui sont dans le cœur de métier. Vous venez dans une entreprise, vous avez peut-être, je ne sais pas, le comptable, vous avez les commerciaux, vous avez les techniciens, ouais, plusieurs départements. Donc, il y a ce qu'on appelle les data owners, donc ceux qui sont les propriétaires de données. Et donc, c'est toute cette équipe-là qu'il faut sensibiliser parce que c'est eux qui vont fournir les données qui vont être utilisées pour l'apprentissage. Déjà. Gestion de la stratégie d'externalisation, s'il y en a, et il faut intégrer tout ce que tout à l'heure j'avais parlé du DevSecOps, il faut intégrer d'abord la sécurité de façon générale dans tous les états de développement du projet. Étape de validation, l'audit en même temps, vous devez faire des simulations d'attaque pour faire ressortir les vulnérabilités de votre application. Vous devez définir des mesures spécifiques à la typologie de votre IA, d'accord? Vous devez faire de la priorisation des différentes mesures que vous allez proposer. Tout ça s'intègre dans une phase d'analyse de risque. Là, vous êtes encore à l'étape de cadrage. Vous rentrez dans la phase de conception. Dans la phase de conception, vous devez travailler à la sécurisation, d'accord, de votre plateforme, d'accord. Vous devez travailler à la sécurisation des données de l'apprentissage. Et enfin, vous devez avoir une stratégie de résilience. Vous savez ce qu'on appelle la cyber-résilience. La cyber-résilience, c'est la capacité à fournir un système que vous mettez en place à adapter ce qu'on appelle son niveau de maturité en matière de sécurité. Ça veut dire que quoi? L'environnement des menaces évolue. Vous êtes en train de développer une IA à un instant T donné, vous avez identifié des menaces et des vulnérabilités par rapport à votre système. Vous avez proposé des contre-mesures, mais le problème c'est qu'il faut prévoir que l'environnement des menaces va évoluer et que les mesures que vous avez proposées vont devenir peut-être obsolètes d'un jour à l'autre. C'est assez rapide, hein? Vous pouvez faire ça d'une seconde à l'autre parce que vous savez, les attaques et l'environnement des mesures évoluent plus rapidement que la technologie qui est proposée. Donc, vous devez prévoir ce qu'on appelle la stratégie de résilience en matière de sécurité, de sorte à ce que votre système puisse s'adapter à l'évolution de l'environnement des menaces de façon spécifique. Par rapport à une IA, il faut avoir une stratégie de traçabilité adaptée à l'IA, les paramètres de décision. Il y a ce qu'on appelle la problématique d'explicabilité de votre IA, trouver des solutions pour sauvegarder des états d'apprentissage passés. Vous voyez, vous avez une IA qui a appris sur des données, les données ont évolué, ensuite il apprend encore, tout ça. Donc, vous devez sauvegarder des états d'apprentissage. Vous savez, tout à l'heure, j'ai donné l'exemple, par exemple, des tweets. Si on avait sauvegardé l'état d'apprentissage, par exemple, de notre IA, la nuit d'avant ou 2 jours avant, d'accord, l'empoisonnement de ces données, il reste qu'à faire juste retour-propagation en arrière. Donc, si on a un point de sauvegarde, on peut retourner derrière. Ça veut dire que si on a des points de sauvegarde, d'apprentissage de notre IA à chaque instant, si à un moment donné on subit une attaque d'empoisonnement, on peut revenir en arrière. Donc, vous voyez, ça c'est juste un exemple de stratégie de résilience. Là, c'est qu'il ne s'adapte pas forcément à l'attaque, mais l'attaque a eu lieu, mais il a la capacité de revenir derrière pour quand même que ça continue. Et après, vous avez l'exploitation, et c'est là où il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Il faut maîtriser les entrants, protéger la chaîne d'acquisition de données, parce que si vous avez une chaîne d'acquisition de données, je suppose, tout à l'heure, on a dit des personnes ont fait des choses. Mais en même temps, si on a des capteurs qui collectent des données de façon automatisée,
d'accord? Ou bien vous avez une IA qui collecte aussi des données de façon automatisée, et puis on crée un leurre, et puis votre IA collecte plusieurs données avec des erreurs, tout ça, c'est chaud. Il va apprendre dessus, c'est mort. Donc vous devez protéger la chaîne d'acquisition des données qui génère les données sur lesquelles votre IA va apprendre. Vous devez filtrer les données d'entrée, d'accord, les problématiques de bruit en fait. Vous devez faire de la détection et de blocage de comportements suspects tout de suite. Vous devez travailler sur la fiabilisation du traitement. Généralement, il y a on parle de la problématique de randomisation. Vous avez randomisation, vous avez adversarial training, ce qu'on appelle aussi defense distillation. Après, vous avez des problématiques d'ensemble learning. Après, il faut contrôler les sorties. Vous avez des solutions de gradient masking, vous avez la protection de la chaîne de sortie, la détection des sorties suspects, et puis il faut modérer avec la gestion des blacklists. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire à chaque étape de développement de votre IA. Voilà. Je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup, monsieur, pour ces différentes mesures de protection à mettre en place et ces différents exemples. Avant de passer à la suite, j'aimerais savoir si vous avez des questions en rapport avec les différentes mesures de protection à mettre en place lors du cycle de développement de votre solution intégrant de l'IA. Y a-t-il des questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, alors on va passer à la suite. Pour faire un petit résumé, dans un premier temps, certes, nous intégrons de plus en plus l'intelligence artificielle à nos solutions, que ce soit au quotidien ou pour régler des inquiétudes de rang social. Certes, l'IA présente et vient avec son lot de menaces et de vulnérabilités qui peuvent nuire autant à nos systèmes qu'à la confidentialité des informations de nos utilisateurs. Cependant, il existe quand même des mesures de sécurité, des bonnes pratiques en termes de sécurité à appliquer lors de la mise en place, lors du cycle de développement de notre solution. Mais au-delà de tout ce challenge que représente l'intégration de l'intelligence artificielle ainsi que son expansion, il y a également des opportunités. Donc, monsieur, dans un premier temps, j'aimerais vous demander quelles sont les différentes opportunités, ces différentes évolutions et apports que l'intelligence artificielle nous permet d'avoir en matière de sécurité informatique. Très bien, merci pour tel que c'est abordé, super. Donc effectivement, il y a des challenges et c'est vraiment important de d'abord mettre en avant les problématiques de sécurité liées à l'utilisation des applications type IA. Parce que après, toutes ces applications constituent une opportunité encore pour les pratiquants de la sécurité. Parce que désormais, on va pouvoir utiliser ces applications type IA pour améliorer les performances des solutions de cybersécurité. Mais si aussi en amont, on ne garantit pas, d'accord, de construire des solutions basées IA, d'accord, sécurisées, responsables, eh bien, la deuxième étape ne peut être qu'une mauvaise opportunité. Et donc, c'est pour ça que dans mon développement, évidemment, avec la trame des questions, je pense qu'il était intéressant de mettre d'abord en exergue tout ce qu'il y a comme challenge, d'accord, à relever lorsqu'on développe une solution. Parce que l'opportunité, c'est effectivement d'utiliser ces solutions type IA qui sont développées pour booster, d'accord, la
la sécurité. Et ça, sur plusieurs aspects, l'IA peut permettre d'améliorer, d'accord, les solutions en matière de sécurité que nous proposons sur plusieurs aspects, parce que comme vous savez, en matière de sécurité, il y a vraiment plusieurs franges qu'il faut mettre en exergue. Mais je peux déjà tout simplement dire que, eh bien, l'IA constitue une opportunité pour la cybersécurité en ce sens qu'elle permettra de renforcer la sécurité de façon générale. Ensuite, elle permettra de mieux gérer les menaces et elle offre des solutions ou des mécanismes pour mieux protéger les données. Donc, ce qui peut m'intéresser, c'est par exemple le renforcement de la sécurité au sens large, une meilleure gestion des menaces et une meilleure protection des données. Ça veut dire qu'on peut bien utiliser des solutions type IA pour améliorer ces différents services en matière de sécurité. Je peux peut-être d'abord m'arrêter là pour que plutôt des clarifications ou des spécificités soient apportées quand on évolue. Sinon, je peux bien dire que l'IA va permettre de révolutionner le domaine de la sécurité pour maintenir une meilleure garantie, un meilleur service de confidentialité, de disponibilité et d'intégrité des données circulant sur les systèmes. Ça, c'est vraiment le vrai problème que le triptyque. Et donc, on peut, par exemple, avec l'intelligence artificielle, construire des solutions qui permettent de détecter et de répondre à des incidents de façon automatisée. Vous connaissez sûrement ce qu'on appelle, par exemple, les SIEM, qui émergent beaucoup plus aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle les solutions de type SOA, d'accord? Voilà, donc, de la réponse, de la détection, de la réponse aux incidents de façon automatisée, d'accord, constituent les premières applications de l'IA. J'ai donné des exemples, SIEM, SOA, en fait, qui sont des solutions, des éléments qu'on retrouve très souvent dans ce qu'on appelle le SOC. Le SOC, c'est ce qu'on appelle le Security Operation Center. Et donc, il y a plusieurs choses qu'on peut avoir là. Il y a ce qu'on appelle du RPA. Le RPA, c'est Robotic Process Automation. Vous avez le RPA, par exemple, qui utilise généralement du machine learning, beaucoup plus efficace. De façon spécifique, il y a par exemple Kaspersky qui a déjà proposé des solutions basées sur de la ML pour que leurs algorithmes arrivent à répondre à ce qu'on appelle des faux positifs. Et c'est du deep learning qui a été utilisé pour faciliter quoi? La reconnaissance des malwares. Vous savez, les antivirus et tout ça utilisent une base de signature. Donc, il y a des solutions de reconnaissance base signature, mais il y a d'autres solutions qui permettent d'utiliser de la ML pour faire de la reconnaissance en malware recognition. L'IA va veiller sur ce qu'on appelle les assets informationnels, ce qu'on appelle les actifs informationnels des organisations, avec tout le temps une génération de connaissances situationnelles. On peut renforcer les défenses, mais attention, renforcer aussi des attaques avec l'IA qui deviennent de plus en plus dangereuses et automatisées. Je vais m'en arrêter là pour ne pas faire trop long. Je laisse la main à... Ouais. Merci monsieur pour votre réponse. Donc en partant de cela, il est donc possible d'utiliser de l'IA par exemple pour, comme vous l'avez dit, à partir de Kaspersky, identifier beaucoup plus facilement tout ce qui est malware. Oui. Mais un autre aspect des différentes vulnérabilités ou menaces que l'on retrouve en sécurité informatique,
c'est notamment l'ingénierie sociale. Donc, partant de l'ingénierie sociale et d'une des attaques les plus répandues découlant de celle-ci, donc notamment le phishing, l'IA peut-elle être utilisée afin de reconnaître et d'identifier des tentatives de phishing sur l'un des utilisateurs de mon système, par exemple? Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, je crois que c'est un défi qui peut être relevé à travers l'utilisation de l'IA. Il faut d'abord reconnaître dans un premier instant qu'effectivement, les pirates, parce que comme c'est faisable dans un sens, ça peut se faire dans un autre fait. Donc, comme des pirates, par exemple, peuvent utiliser de l'intelligence artificielle pour développer des cybermenaces beaucoup plus sophistiquées, c'est-à-dire, je peux utiliser une IA, par exemple, pour générer, un courrier d'hameçonnage réaliste. Je peux déployer des logiciels malveillants, comme j'ai dit tout à l'heure, je peux créer des vidéos, des deepfakes très convaincantes, Donc, il faut dire que déjà, avec l'utilisation de l'IA, les cybermenaces ont beaucoup évolué, mais de façon plus sophistiquée. Donc, il y a une vraie facilité avec laquelle il est possible d'automatiser la génération rapide, par exemple, de codes malveillants crédibles. En même temps, évidemment, c'est-à-dire que l'événement contraire est faisable. L'événement contraire est faisable, puisque dans mon développement, je crois que j'ai évoqué aussi de la reproductibilité. Je crois que j'ai évoqué ça. C'est vraiment la problématique de la retroconception. Donc, c'est aussi un élément qui peut être vraiment utilisé, en matière de cybersécurité pour contrer, ce type d'attaque. Mais il faut noter que, de façon générale, les principales solutions, les meilleures qui ont été utilisées en cybersécurité, qui ont utilisé l'intelligence artificielle, c'est d'abord des problématiques d'utilisation d'IDS, de détection de menaces. Il y a ce qu'on appelle le threat intelligence, par exemple, et la réponse aux incidents, qui a vraiment connu un développement, un boom en matière d'utilisation d'IA. Et après, les autres aspects vont suivre petit à petit, puisque aucun élément ne peut échapper à ça. Donc, pour répondre, c'est que effectivement, il est possible de contrer, des attaques de type social engineering, puisque une IA peut vraiment se baser sur le comportement, le comportement d'un attaquant, des mails, de quelque chose qui est généré comme ça, pour pouvoir, par exemple, un phishing, par exemple, pour faire ressortir que c'est une attaque. Et après, le soin peut-être est laissé à l'utilisateur derrière d'apprécier ou pas, pour limiter le nombre de faux positifs ou de faux négatifs. Ok. Merci, monsieur, pour votre réponse très claire et très précise, comme toutes les autres d'ailleurs. Je vais en profiter pour demander à notre public, à tous ceux qui nous écoutent depuis le début, si vous avez des questions, relatives à ce nouveau volet, qui est les opportunités en matière de cybersécurité qu'apporte l'IA, vous êtes libre de les poser. Le docteur se fera un plaisir de répondre, je pense. Donc, y a-t-il des questions? Donc, mais bon, je peux, en attendant, par rapport à ta question de base, vous savez que l'ingénierie sociale,
les principales solutions qui sont apportées à ça ne sont pas des solutions techniques. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça que quand je dis qu'on peut utiliser une IA, derrière je dis qu'il faut forcément que l'individu apprécie. D'accord? Les premières solutions pour contrer une ingénierie sociale, c'est l'éducation et la sensibilisation. C'est l'éducation et la sensibilisation. Il faut sensibiliser, il faut former les employés, voilà, de sorte à ce qu'ils comprennent les risques encourus, donc il faut encourir plutôt et savoir comment réagir. Donc ça, une IA n'apporte pas forcément des solutions, parce que c'est l'homme qui est au centre de l'action. Mais après, il y a d'autres éléments, par exemple l'établissement des politiques de sécurité, les mots de passeport, l'authentification à deux facteurs, la gestion des droits d'accès, le signalement des incidents, les plans de réponse, voilà. Donc ça, on peut quand même utiliser, comment ça s'appelle, l'IA pour répondre à ces problèmes-là. J'ai parlé du deepfake, vous avez le deepfake, vous avez ou encore du voice. Ce sont des supercheries, par exemple, que peut utiliser des ingénieurs sociaux, d'accord, qui sera encore plus dur à déceler, par exemple, lorsque je fais du deepfake. On peut remplacer l'image, je sais pas, d'un chef d'entreprise, bien qu'il est la victime, tout ça, vient la voir par quelqu'un, et si la victime est un chef d'entreprise, alors il va être facile peu à peu, par exemple, de se faire passer pour lui, tout simplement. Donc, et là, il y a quand même des solutions encore du type IA qui permettent de détecter ça, ce qu'on appelle des anti-deepfake, quoi. Donc, en fait, c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut voir un peu l'apport de l'IA pour répondre à des problématiques d'ingénierie sociale. Parce que l'ingénierie sociale, vous avez appelé cette plusieurs manières, ça peut être du phishing, donc par mail, ça peut être par téléphone, qu'on vous appelle, qu'on se fait passer pour votre boss. Ça peut être aussi en personne, contact physique, que la personne vous rencontre. C'est la plus osée, donc le hacker il est à découvert, mais voilà, il n'a pas froid aux yeux, il fait ce qu'il a à faire, quoi. Il fait ce qu'il a à faire. Donc, merci monsieur pour cet apport et vos précisions. Donc bon, vu qu'il n'y a pas de questions, je vais me permettre de poursuivre. Dans un premier temps, il est nécessaire de rappeler que l'informatique ou le monde en général est en constante évolution. Et c'est dans cette évolution que l'on a une nouvelle technologie qui est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui, il faut le reconnaître, nous facilite grandement la vie, que ce soit avec les voitures autonomes, les objets connectés comme la Homebox de Amazon et les lunettes d'intelligence également qui ont fait leur apparition récemment. L'intelligence artificielle devient donc omniprésente dans l'univers informatique. Cependant, il est nécessaire de rappeler qu'à chaque nouvelle technologie, l'on associe de nouvelles menaces, de nouveaux dangers pour la sécurité de nos systèmes, pour la confidentialité de nos données et par extension pour notre vie privée. Cependant, ce n'est pas dramatique, ce n'est pas une fin en soi, parce qu'il existera et il existe toujours des solutions adaptées, des bonnes pratiques, des mesures à prendre lorsqu'on développe, lorsqu'on met en place une solution intégrant de l'intelligence artificielle. Je vous invite donc dans un premier temps à chaque fois vous rappeler de ces mesures, de ces bonnes pratiques à mettre en place ou à suivre lors du développement de n'importe quel système que vous ferez, mais qui intégrera de l'intelligence artificielle. Et au-delà, les challenges que représente cette nouvelle technologie, elle vient également avec son lot
d'opportunités en matière de cybersécurité, comme notamment, dans un premier temps, la réponse aux incidents avec les CIEM, les systèmes SOA et par extension, l'intégration à l'IA de nos antivirus qui nous protègent du vol de nos données ou du crash de nos systèmes. L'intelligence artificielle donc est à manier avec précaution comme n'importe quel outil parce qu'il faut le rappeler, c'est avant tout un outil qui est mis à notre disposition et que nous devons utiliser avec modération, avec parcimonie et tout en se rappelant que nous sommes responsables, tout en étant développeurs, ingénieurs en sécurité informatique, nous sommes responsables de la sécurité du monde informatique, de nos utilisateurs et de nos systèmes. Donc, je vous remercie tous d'avoir été avec nous lors de ce webinaire, de cette rencontre. Et je remercie le docteur Arnaud Arondinou qui nous a accordé de son temps afin de nous parler, afin de nous sensibiliser, afin d'échanger avec nous par rapport aux challenges, aux opportunités de l'intelligence artificielle dans le monde de la sécurité informatique.